l'innovation, ce n'est pas du tout virtuel, cette innovation. Et vous parliez d'ailleurs d'Elon Musk, qui est évidemment un exemple très fort en ce moment. C'est quand même quelqu'un qui va très très loin, qui prend des paris incroyables. Mais sauf que nous aussi, on a ce genre de talent. Et le numérique, il est très clairement aujourd'hui valorisé, Marie, par des chiffres très clairs qui montrent qu'il y a un réel dynamisme. On parle, je crois, de 20% du PIB français, rien que sur le secteur numérique et des startups. Et vous avez édité, notamment au titre de France Digital, un baromètre que vous éditez chaque année, je crois. Qu'est-ce qu'il dit, ce baromètre ? Absolument. C'était pour effectivement mettre des chiffres derrière cet optimisme, cette croissance-là, pour montrer la réalité du secteur. Et les chiffres sont les suivants. C'est qu'en moyenne, donc c'est un baromètre qui porte sur 150 startups qui ont été financées par du capital risque. En moyenne, il y a 42% de croissance annuelle. Il y a 39% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Donc en termes de compétitivité pour le pays, il n'y a pas d'autre secteur qui peut montrer des chiffres de cette nature-là. Il y a aussi d'autres enseignements qui sont intéressants à l'intérieur de ce baromètre. C'est que cette croissance du chiffre d'affaires s'accompagne d'une croissance des effectifs, donc de l'emploi, de 22% tous les ans. Et quand on s'intéresse à la nature des emplois créés, ce sont des emplois de jeunes, donc il y a 32 ans d'âge moyen dans les startups, et en CDI à 91%. Donc quand on voit aujourd'hui le problème qu'on a d'un peu de chômage des jeunes au sein de l'Europe et en particulier au sein de la France, ça peut être l'un des éléments de réponse. Et vraiment, on est sur des sujets qui sont non seulement de la croissance des entreprises, mais aussi des effectifs. Et le troisième enseignement, qui est quelque chose qui est très important quand on s'intéresse à la manière dont ça transforme l'économie, c'est que ce n'est pas uniquement sur les modèles économiques, c'est aussi sur les modèles organisationnels et la manière dont les sociétés se pensent, se développent. Et donc, en moyenne, dans les entreprises, par exemple, l'écart salarial entre le salaire des dirigeants et le salaire moyen dans l'entreprise est de 2, c'est très resserré. Mais en revanche, on est dans une culture du partage des risques, mais aussi de partage de la valeur créée. C'est-à-dire qu'il y a 91% également de ces entreprises qui distribuent des stock options à leurs salariés, donc des actions qui les font participer au capital, et en moyenne à peu près 30% de leurs salariés. Donc on est vraiment sur cette mécanique qui est très propre à cette histoire de start-up, qui est de se dire, on essaye d'aligner tout le monde, à la fois les investisseurs, les entrepreneurs et les salariés clés de l'entreprise, sur cette dynamique de croissance. Ils ne versent pas de dividendes, ce n'est pas comme ça que les actionnaires sont rémunérés, c'est vraiment en essayant d'aller chercher des points de croissance supplémentaires et d'aligner tout le monde vers cette idée de on prend des risques ensemble, mais on a un projet commun, on est sur des structures très transverses avec beaucoup plus de partage de responsabilités et d'implication de l'intégralité des salariés de l'entreprise à cette culture d'innovation, donc des cycles rapides et des structures très à plat, pour aller chercher et construire l'avenir ensemble de manière à ce que tout le monde en bénéficie plus largement. C'est de ça dont rêvent les grandes entreprises, n'est-ce pas, Philippe Lemoine ? Les grandes entreprises et les entreprises d'une manière générale, moi je trouve qu'il y a 3 atouts formidables en France à côté des startups. Le premier, c'est que les Français, vous, moi, etc., courent vite. Or, la révolution numérique, on a commencé à parler de numérique quand on a compris que c'était les personnes qui faisaient la course en tête. Quand il y a eu les outils et quand il y a eu les façons d'innover, des façons de communiquer, des façons de partager, des façons de faire du troc, etc., qui ont été inventées par les personnes avec les entreprises qui doivent s'adapter. Bon. Dans les entreprises petites qui tirent en France peut-être vers le bas la moyenne de l'utilisation des technologies d'information, il y a tout de même des bonnes nouvelles, il y a les startups, il y a le fait qu'il y a des tas d'entreprises de commerce, de services et autres qui naissent chaque année, qui se considéraient traditionnellement comme non innovantes, donc elles avaient peu de chances de croître, elles se considèrent elles-mêmes comme non innovantes. C'est en train de changer assez fortement parce que pas mal de gens hybrident leur modèle d'affaires à base de commerce ou de services avec du numérique. Et puis troisièmement, je trouve qu'il y a une batterie de services B2B fondés sur du numérique pour les entreprises petites de moins de 10 salariés, absolument formidable en matière juridique, trouver des contrats, trouver des lettres types, en matière de tenue de comptabilité, en matière de contrôle de gestion, de coaching du dirigeant d'entreprise sur son smartphone en disant « t'as oublié d'envoyer une facture ou de saisir une facture, tu l'as saisie sur ton smartphone ». Mondial, est-ce que c'était justement cet état d'esprit un peu différent dans la tête des fondateurs, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui Criteo est reconnu mondialement ? Je pense que c'était... Alors, il y a eu plusieurs choses. D'abord, Criteo a pris le temps de trouver le bon, ce qu'on appelle product market fit, c'est-à-dire un produit qui était finalement exportable facilement, donc qui avait cette scalabilité, donc cette facilité à se déployer au niveau mondial. Donc, ce qui est très important avec Criteo, c'est que c'est le même produit qui est vendu de la même manière partout dans le monde.
Donc c'était faisable déjà. Et en fait, la raison pour laquelle les fondateurs ont pris autant de temps à trouver et à vraiment se déployer sur ce modèle-là et sur ce produit-là, c'est parce que toutes les tentatives précédentes n'étaient pas scalables, n'avaient pas cette caractéristique d'être aussi facile à installer et à vendre ailleurs qu'en France. Ça nécessitait des cycles de vente très longs, beaucoup de paramétrage, etc. Donc il y avait un côté où finalement l'ambition effectivement était là dès le démarrage, de ne pas faire quelque chose de petit, mais de faire quelque chose de grand. Et l'une des raisons principales, c'est que c'était la deuxième aventure entrepreneuriale de Jean-Baptiste Rudel, qui est le fondateur de Criteo, qu'il avait déjà eu un premier succès. Il avait revendu sa précédente entreprise qui était dans les sonneries de téléphone mobile à American Greetings pour quelques dizaines de millions de dollars, et qu'il avait cette ambition d'aller à l'étape d'après. Donc il s'est dit, bon ben moi, j'ai pas envie de faire quelque chose de petit, entre guillemets. Ce que je veux vraiment, c'est d'essayer de montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc d'abord, il y a eu cette idée dans la conception même de l'offre qui était de je veux quelque chose qui soit vendable partout, à tout le monde, de la même manière, scalable, avec un modèle économique qui soit vraiment non seulement récurrent, mais qui tire profit de toutes les... Parce que c'est un modèle qui est très technologique, c'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec Criteo, c'est qu'à chaque fois qu'ils améliorent leurs algorithmes, ils en tirent un bénéfice immédiat dans leur chiffre d'affaires, etc. Il y a vraiment cette démarche-là très vertueuse qui, à chaque fois qu'ils améliorent leur techno, ça se voit directement sur leur chiffre d'affaires. Et la deuxième chose, c'est qu'après, il y a eu cette rapidité dont parle Laurent sur Facebook, etc., de déploiement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont su qu'ils avaient trouvé, ils sont partis full scale. Et donc, moi, je me rappelle, on a quand même fait 0 chiffre d'affaires de fin 2005. Moi, j'étais investisseur tout début 2006 et la boîte a été créée en décembre 2005. Et on a commencé à faire du chiffre d'affaires mi-2008. Et début 2009, Jean-Baptiste est venu nous voir en disant qu'il faut qu'on parte aux US maintenant parce que c'est maintenant que les parts de marché se prennent. Et voilà. Il a pivoté, il a changé de modèle 4 fois. 4 fois, on a pivoté. Vous vouliez réagir à ça, Philippe Lemoine? Oui, moi je voulais rajouter une notion autour de la notion de vitesse qui a été introduite par Laurent tout à l'heure, qui est hyper important. Je pense qu'il y a un des critères majeurs pour juger aujourd'hui d'un pays, c'est de voir parmi les 100 premières d'un pays. Marie. Juste la stat que j'aime bien là-dessus pour illustrer le propos de Philippe, c'est que l'âge moyen des boîtes du CAC 40, c'est 101 ans. Donc j'avais fait le calcul un par un, je disais c'est très vieux, mais j'ai vraiment fait le calcul. C'était 101 ans il y a 2 ans, donc il y a de bonnes choses que ce soit 103 ans maintenant, quoi. Et par contre, l'âge moyen des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, c'est 22 ans, quoi. Donc. Je veux bien une réaction justement d'un des porte-parole. Et les entreprises à se concerter chaque année, et ils ont misé sur le fait d'avoir le commissaire du numérique. Donc il est temps, et je crois que le message pour le moment est en train d'être bien entendu, j'en ai fait un message vigoureux de ce rapport, et Axel Lemaire va tout à fait dans ce sens-là, de faire une initiative franco-allemande pour y aller, oser l'Europe. Marie, une réaction sur la Commission européenne? Je pense que de manière générale, on ne joue pas en France la carte européenne de la manière dont on devrait la jouer. Et sur toutes les thématiques, qu'aujourd'hui, la nouvelle donne de l'économie, c'est effectivement qu'elle est numérique, et le numérique a comme paradigme d'être international. Donc il a comme paradigme de changer beaucoup de réglementations, en tout cas de les rendre obsolètes. Donc Philippe a cité la fiscalité, tout ce qui n'existait pas autour des données qui doit être réglé, en fait ne doit pas être réglé au niveau européen, il doit même être réglé au niveau international. Ça doit même aller au-delà de ça. Donc on est dans un monde qui doit redéfinir complètement ces réglementations internationales. Et que le numérique, à ce titre, est l'un des enjeux et on doit créer l'équivalent de l'OCDE, enfin on doit traiter l'intégralité de ces thématiques-là au niveau international et l'Europe doit être un premier champ de bataille sur lequel ça pourrait être non seulement, moi je pense que ça pourrait être une opportunité pour le drop de reprendre un leadership mondial parce que si on arrive à 27 pays à se mettre d'accord sur toutes ces histoires de réglementation, sur la fiscalité, sur les données, sur les taxes e-commerce, sur la net neutralité, sur toutes ces choses-là, à ce moment-là, c'est une opportunité, c'est quelque chose que le gouvernement chinois ne peut pas faire parce qu'on est sur des équilibres internationaux qu'on commence à redéfinir et on peut prendre un leadership mondial à ce moment-là. Donc cette opportunité-là, elle est énorme. Il faudrait que la France s'en saisisse et de manière générale, on ne joue pas assez la carte européenne parce que la France n'est pas assez ouverte vers l'international. Ce que dit Loïc est très juste, on ne parle pas anglais. Quand on regarde l'écosystème des startups en France, il n'est pas assez ouvert, on n'attire pas assez de talents. On se plaint de ce que les Français aient à l'étranger. C'est très bien que les gens partent à l'étranger et voient d'autres choses, etc. Le problème, c'est que les autres ne viennent pas. C'est ça le problème.
C'est qu'on est dans un monde mobile où la France doit être attractive et doit se penser dans un tout international et qu'elle ne le fait pas assez. Loïc, je fais un tour de table. J'utilise l'app de Laurent parce que je suis poli. Ce cadre, il va falloir compter sur le politique quand même. Non, en fait, je pense que là où il y a quelque chose qui va se jouer également, c'est que le politique et les institutions qu'on a, elles aussi sont rendues obsolètes par le numérique. Et c'est effectivement, on ne va pas arriver à... ce n'est plus ça qui va faire. On va devoir changer aussi la manière dont on pense la politique, la manière dont on fait la politique, la manière dont on réfléchit nos institutions. Et elles vont devoir être beaucoup plus participatives qu'elles ne le sont. Et donc forcément, effectivement, là où c'est très clair, c'est que ça, si vous voulez, ces institutions sont tellement déconnectées de la manière dont ça se passe au niveau du numérique qu'elles ne pourront pas régler le problème par eux-mêmes et qu'il faudra de toute manière qu'elles se transforment. Et puis la concurrence est voilà. tellement mondiale. Mais en revanche, si tu veux, tous ces sujets de fiscalité, etc., ils sont ressentis au niveau du citoyen et vu que c'est toujours customer-centric, ça viendra des internautes, ça viendra des users, mais ça viendra aussi de leur manière dont ils vont participer et prendre en main les institutions pour régler ces problèmes-là. Moi, je pense qu'on est tellement... Marie ? Ben moi, c'est à force d'expliquer la même chose que Philippe, c'est-à-dire que le numérique disrupte l'intégralité des industries. Je me l'applique à moi-même et donc je pense que ça disrupte aussi le capitalisme. Donc je suis partie monter mon propre fonds et donc je me souhaite que ça réussisse, quoi. Passer d'investisseur à entrepreneur, quelle belle année.